Bonjour. Vous m'entendez? Répondez s'il vous plaît. Ça va? Alors, on commence avec le cours de virologie. Définition, structure, multiplication et classification des virus. Je ne sais pas si c'est à vous de poser des questions ou dois-je faire un petit résumé. Je ne sais pas, j'attends votre réponse. Alors, je peux faire un petit résumé si vous voulez. Un résumé, d'accord. Yasmine, j'ai vu. Un résumé, vous voulez, d'accord? Tout le monde est d'accord pour un résumé? Alors, les virus, donc jusque-là, nous avons vu les parasites, les bactéries, les cyanophycées. Là, on passe à un organisme, un micro-organisme beaucoup plus simple. C'est les particules virales ou les virus. Alors, donc si on doit faire une petite introduction à la découverte des virus, ça a été un tout petit peu fortuite. Donc il y a beaucoup de suppositions au départ, surtout par un chercheur russe, mais qui ne connaissait pas le mot virus et qui a proposé que c'était des enzymes, etc. Plus tard, avec le développement, c'est un assistant du professeur Pasteur, Louis Pasteur, qui a pu parler pour la première fois de particules virales en filtrant un produit pathologique. Il a constaté que malgré la filtration, ces organismes ou ces micro-organismes passaient à travers le filtre et donnaient des pathologies. Donc, il arrive à la conclusion que ce sont des particules filtrantes qui passent à travers le filtre bactériologique. Donc, ils sont plus petits que les bactéries. Plus tard, avec le développement de la microscopie, développement des méthodes d'étude, on a pu arriver à définir les virus pour dire que c'était micro-organismes filtrants ayant un seul type d'acide nucléique. C'est la caractéristique principale. Soit c'est un ADN, soit c'est un ARN, et jamais les deux à la fois. Donc, on a vu avec les bactéries, il y a le nucléoïde, en plus, il y a les ARN, etc. Alors ici, on a un seul type d'acide nucléique, c'est un ADN ou bien un ARN. On a constaté aussi que lorsqu'il s'agit d'un virus à ADN, en général, cet ADN est bicaténaire, c'est-à-dire qu'il possède deux bras, le modèle de Watson-Y connu par tout le monde, la double hélice. Et lorsqu'il s'agit d'un virus ARN, en général, c'est un ARN monocaténaire, c'est-à-dire un seul brin, et qui est segmenté. C'est-à-dire ce n'est pas un seul brin, mais il y a monocaténaire, mais il y a plusieurs brins monocaténaires. Et le virus de la grippe, il possède 8 petits brins monocaténaires. Donc, pour revenir, c'est une particule filtrante
ayant un seul type d'acide nucléique, et tout ça est incrusté dans une structure protéique, c'est-à-dire l'ADN ou l'ARN est protégé par une structure protéique qu'on appelle la capside. Donc c'est la coquille, entre guillemets, c'est la coquille qui protège ce matériel génétique. Par conséquent, le virus est simple, tout simple, formé par l'acide nucléique et la coquille. Tous les virus ont ça. Pour d'autres, en plus de la capside et de l'acide nucléique, on retrouve une enveloppe, c'est-à-dire une structure membranaire externe qu'on appelle l'enveloppe, qu'on appelle le péplos. Le péplos, cette enveloppe-là, l'origine est cellulaire, c'est-à-dire lorsque le virus se trouve dans une cellule, à la sortie, il va prendre un fragment de son enveloppe, soit l'enveloppe de la membrane cytoplasmique, du réticulum endoplasmique, de l'appareil de Golgi, etc. Ça dépend où est-ce qu'il se multiplie. Du noyau, et il va introduire des petites modifications, comme ça elle devient sa propriété. D'accord? Il lui donne un caractère spécifique à lui, cette enveloppe-là. Je résume, qu'est-ce qu'on retient? Les virus, c'est des particules filtrantes ayant un seul type d'acide nucléique, formé de une coquille ou une structure protéique qu'on appelle la capside. À l'intérieur de la capside, on retrouve l'acide nucléique qui est un ADN ou un ARN. Chez certains, en plus, on retrouve une enveloppe. Cette enveloppe est d'origine cellulaire, mais qui a été un tout petit peu modifiée par l'introduction de certaines particules qu'on appelle les glycoprotéines. On parlera plus tard. D'accord? Voilà le virus en général. C'est en résumé ce qui compte. Vous trouverez les détails à l'intérieur du cours. Est-ce que ça va? Je veux un retour, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair maintenant? Yasmine, les autres. Mina, ça va? Oui? Ah. Alors, on continue. On a l'historique, j'en ai parlé, donc vous allez voir ça, etc. On s'en fout. Et nous allons, la définition, ça y est, on en a parlé. Alors, autre particularité des particules virales, sont des parasites obligatoires, c'est-à-dire ils ne sont animés que lorsqu'ils se retrouvent dans une cellule. Dans l'environnement, c'est des particules inertes. D'accord? C'est ça, c'est pour cela qu'on dit un parasitisme intracellulaire obligatoire. Autre chose qui caractérise les virus, c'est l'absence presque totale, je dis bien presque totale, de système enzymatique et de système énergétique. Donc, ils ont le minimum du minimum de tout cela. Pour la biosynthèse, pour leur vie, pour leur multiplication, ils utilisent les structures de la cellule hôte. Donc, ils n'ont pas besoin de s'encombrer avec tout cela. C'est pour cela qu'on dit que c'est des parasites obligatoires. Et lorsqu'il y a multiplication du virus à l'intérieur de la cellule, ça veut dire qu'il y a l'infection. L'infection est en cours. Et
cette multiplication, soit elle aboutit à une lyse cellulaire, c'est-à-dire la cellule va se dégrader, soit au contraire, il reste les futurs virus, les milliers de virus néoformés, vont persister à l'intérieur de la cellule et libérer petit à petit dans le milieu. D'accord? Et ça va s'accompagner par des petites lésions. Ça va s'accompagner par des lésions. OK? Alors, donc l'isolement de ces cellules nécessite donc une cellule vivante qui accepte, permissive, c'est-à-dire qui accepte d'héberger ce virus et lui donner la possibilité de se multiplier. Je ne vais pas vous cacher que il y a quelque temps, on parlait d'une insensibilité aux antibiotiques, des particules virales. Le professeur Raoult rapporte que certains antibiotiques, surtout à activité intracellulaire, arrivent à inhiber la multiplication des virus par inhibition des systèmes de transcription et de transduction des acides nucléiques à l'intérieur de la cellule. On a vu avec le virus, le Covid, avec le virus du corona, le coronavirus. Donc, ce point insensibilité aux antibiotiques est remis en cause. Il paraît qu'il y a une activité. Ça se comprend parce que, bon, les acides nucléiques, au final, c'est les mêmes acides nucléiques et par conséquent, c'est très bien. Monsieur, pourquoi alors le virus c'est quoi ça, ne produit une ARN, une ADN polymérase? On n'est pas encore arrivé à ça, on arrivera, on parlera. D'accord? Alors, autre caractéristique que je dois apporter sur les virus, c'est que la capside possède une structure définie. Elle est faite d'unités structurales qu'on appelle des capsomères. Donc, c'est comme un édifice, un mur est fait de briques. La capside, elle est faite de capsomères. Ces capsomères peuvent être d'un seul type ou de plusieurs types, en fonction de la symétrie, en fonction de la structure, de la configuration géométrique de cette capside. D'où une symétrie hélicoïdale ou bien une symétrie cubique, en fonction de la complexité de chaque capside. Donc, les virus possèdent un acide nucléique un seul type, l'ADN ou l'ARN, couvert par une capside protéique. La capside protéique, soit elle est hélicoïdale ou cubique. Les capsomères constituant la capside peuvent être d'un seul type ou de 2, 3 et plusieurs types, en fonction de la complexité de la structure de la capside. Un certain virus possède une structure en plus qu'on appelle le péplos ou l'enveloppe, une enveloppe externe qui est d'origine cellulaire
mais un tout petit peu modifié par le virus. Nous verrons plus tard par les glycoprotéines. Alors, ces résumés des caractères du virus, je viens de les énumérer. Alors, ça c'est les détails. Le génome, on en a parlé, des ADN et ARN, des capsides aussi, on en a résumé, parce qu'ici c'est une révision, ce n'est pas, d'accord? Donc on va essayer de... La capside icosaédrique n'a pas d'enveloppe. Ah là. C'est Yasmine qui pose cette question-là. Pourquoi, s'il vous plaît, et la capside icosaédrique n'a pas d'enveloppe? Ça dépend du virus. La présence ou l'absence de l'enveloppe ne dépend pas de la forme de la capside. D'accord? D'origine, le virus peut avoir une enveloppe, ça dépend comment il se multiplie et comment il est libéré. Lorsque la libération se fait par éclatement de la cellule, c'est normal que le virus n'ait pas une enveloppe. Et lorsqu'il est libéré par extursion, par exvagination au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique, de l'appareil de Golgi ou de la membrane cellulaire ou de la membrane nucléaire, finalement, il va acquérir une enveloppe. Donc, ce n'est pas la forme qui détermine la présence ou l'absence de... D'accord, Yasmine? Smarty. Ok, on passe. Donc, le nombre de capsomères, la diversité de capsomères est aussi un critère de classification des virus. Donc, sur les angles, comme ici, la forme du capsomère n'est pas la même que celle sur les arêtes ou bien sur les facettes. Donc, ici, par exemple, on trouve jusqu'à 5, 6 types de capsomères. Alors, 12 pentons, c'est en fonction des angles, il y en a 12, c'est pour cela, c'est des pentons, c'est des protéines, donc pentons, des hexans, ou bien, généralement, c'est des pentons ou des hexans. Alors, on passe. Donc, on a dit qu'il y a des virus à symétrie hélicoïdale, des virus à symétrie cubique, mais on retrouve un troisième type, ce sont des virus à symétrie complexe, et qu'on appelle les bactériophages, par exemple, qui ont une capside à symétrie cubique et une queue à symétrie hélicoïdale. C'est-à-dire la tête du virus, voilà, la tête du virus, elle a une symétrie cubique, elle est hexagonale, et une queue cylindrique, à symétrie cylindre, c'est hélicoïdal, puisque les capsomères s'organisent autour de l'axe sous forme d'hélice par superposition des capsomères. Et qui se termine, ces virus complexes, se terminent par une plaque basale faite de microfilaments qui sert à l'adhésion à la cellule cible. Y a-t-il une différence entre forme cubique? Bien sûr. Cubique icosaédrique, ça veut dire presque la même chose. Parce qu'à l'intérieur d'un cube, soit c'est une forme complexe, mais les deux, on arrive à les intégrer au niveau d'un cube. Icosaèdre, c'est le nombre des angles qui va différencier ici, c'est tout. D'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est une forme cubique icosaédrique. Icosaèdre, c'est le nombre d'angles. C'est tout. Ça va, c'est clair? Ce qu'on a dit, Yasmine.
Ah, Yasmine, Yasmine, c'est bon? Alors, on passe, voilà, c'est les virus complexes, les bactériophages. Ça, c'est un schéma que j'ai rajouté juste pour les mettre en évidence et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est pour compléter. D'accord? Y a-t-il d'autres autres formes? Y a-t-il ça, les bactériophages, c'est bon. Les enveloppes virales. L'enveloppe virale, c'est une structure périphérique, facultative. On a dit que tout le monde n'a pas ça. D'accord? Alors, recouvrant la nucléocapside, et là, c'est des spécificités. Mais il faut retenir que ces structures, ces enveloppes, sont le point d'Achille, le point faible du virus. Comme le virus, le coronavirus, la présence de l'enveloppe le rend très vulnérable et très sensible aux désinfectants, l'eau de javel, etc., l'alcool, etc. Pourquoi? Parce qu'il détruit cette enveloppe-là, et lorsqu'on détruit cette enveloppe, il devient très vulnérable, très sensible à l'action des solvants, les terres, les détergents, les sels biliaires, les variations des pH. D'accord? Donc la présence de l'enveloppe va constituer le point par lequel on va l'attaquer, le virus. OK? Elle lui donne aussi une thermosensibilité. Il est thermosensible parce qu'il y a modification de la structure de cette enveloppe et lorsqu'il perd son enveloppe, il perd son efficacité. Alors, il persiste faiblement dans l'environnement et la transmission est directe. Il se transmet directement. Donc, par les aliments, par les objets, il n'est pas transmis, sauf si le temps d'émission et de transmission est très réduit ou la quantité est très importante. Alors, le diagnostic maintenant, j'ai spécialement mis ça parce qu'on est dans une période très critique, la pandémie de corona, et donc il y a une faible probabilité de retrouver le virus dans l'environnement. À moins que l'on reste au contact d'un porteur pendant une certaine période, une période très longtemps, et qu'il soit porteur de virus et porteur de grandes quantités de virus. Par contre, les virus nus se multiplient indirectement et directement. Je n'ai pas compris cette... par contre, les virus nus se multiplient indirectement et directement. Je n'ai pas compris ça. Le virus, quel qu'il soit, ne peut se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante qui accepte de l'héberger. D'accord? Les virus nus, en général, sont plus résistants que les virus enveloppés. Donc, le point faible, le virus enveloppé, c'est son enveloppe. D'accord? Est-ce que فهمت يا ياسمين؟ ما كيماش فهمتي. Ça va? J'ai pas de réponse. Alors, c'est bon. On continue. Ça, c'est les enveloppes. Alors, l'origine de ces enveloppes, j'ai mis un schéma. D'accord? Il y a plusieurs origines. Ça dépend le lieu de multiplication. Parfois, cette enveloppe, elle est complexe. Elle est faite de plusieurs couches. Pourquoi? Parce qu'il s'est multiplié dans le noyau. Il passe par le réticulum endoplasmique. Vous avez compris? Et donc, il va accumuler plusieurs couches, mais à la fin, il va les modifier. Le virus va les modifier et introduire ses propres constituants et il s'approprie cette enveloppe-là. Et elle devient sienne. Alors qu'à l'origine, il l'a emprunté au réticulum endoplasmique, etc. D'accord? OK. L'élimination, on a dit, lorsque la multiplication a abouti
un nombre important de particules virales, il va y avoir élimination, soit par exocytose, c'est-à-dire c'est des excursions au niveau de la membrane, soit c'est un éclatement, c'est aussi un bourgeonnement, on peut dire que c'est un bourgeonnement, soit c'est un éclatement spontané de la particule virale. Alors, la structure antigénique, alors, la particule virale, lorsqu'elle est éliminée dans le milieu ambiant, elle emporte avec elle certaines constituants cellulaires, d'accord? Mais ces constituants cellulaires sont codés par le génome viral parce qu'il les a un tout petit peu modifiés et nous allons avoir plusieurs, les hémagglutinines, les neuraminases, des facteurs toxiques ou encore des facteurs de fusion cellulaire que nous allons pouvoir mettre en évidence lorsqu'il y a réaction cellulaire lors de l'infection par ce type de particules virales. D'accord? Et là, j'ai donné des exemples. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est ces structures-là qui peuvent être des structures antigéniques permettant la mise en évidence chez le sujet atteint par ce type de virus. Alors, on arrive à la fin à un autre type de virus ou de particules virales, c'est les agents des encéphalites spongiformes transmissibles qu'on appelle les agents transmissibles non conventionnels. Très très petits, les uns, pour les uns, il s'agit de particules d'acide nucléique. Pour les autres, c'est des protéines. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'anatomie et la structure fonctionnelle des virus. Je passe la parole au professeur Amoura pour parler de ses cours et je reviendrai juste après. Est-ce qu'ils ont des questions particulières? Je ne sais pas. J'ai essayé de faire avec le cours, donc il faut Bonjour, donc on va enchaîner. Moi, je vais procéder, donc si vous avez des questions un peu particulières sur les questions qu'on a vues ensemble, pour qu'on puisse les revoir, pour voir si vous avez des questions auxquelles nous pouvons apporter des éclaircissements. Donc on va parler, si vous voulez, on va parler du diagnostic. De façon, donc le diagnostic biologique d'une infection. Donc j'attends vos questions, si vous voulez les poser, et je vais en parler du diagnostic. Bon. Première question, on parle du streptocoque. Donc, le streptocoque. Le streptocoque, comme le nom l'indique, on sait que les bactéries sont divisées en deux grandes familles. On parle des cocci et des bacilles, quand on veut les classer sous forme selon leur forme. Donc, dans les cocci, nous avons deux types de cocci, puisqu'on sait qu'en microbio, donc il y a une coloration spécifique qui permet un peu de classer les bactéries. Nous avons les coccigrammes positifs et les coccigrammes négatifs. Donc, du point de vue pathologie humaine, donc infectiologie humaine, on sait que les deux germes, principaux germes qui sont responsables d'infection, donc c'est le groupe des streptocoques, qui dit streptocoques, c'est des cocci, et les staphylocoques. Donc, c'est deux groupes majeurs qui sont responsables fréquemment d'infections chez l'homme. Dans le groupe des streptocoques, dans le cours, donc, il y avait une classification. Cette classification, elle est basée sur certains caractères culturaux. Donc, c'est des cocci à grammes positifs, mais qui avaient des caractères culturaux différents.
c'est des bactéries qui sont exigeantes. Quand on parle de streptocoque, c'est une bactérie qui est exigeante. La preuve, donc, c'est des bactéries qui sont cultivées sur des géloses enrichies. Qui dit enrichies, telles que la gélose au sang, puisque le sang va apporter des facteurs de croissance qui vont permettre à cette bactérie de cultiver, de pousser sur ce milieu. Donc, vous parlez du streptocoque pyogène. On sait qu'on classe les streptocoques selon les caractères de culture. Le principal caractère qui est utilisé, un des caractères, c'est l'hémolyse. Et on a vu qu'il y avait différents types d'hémolyse. Quand on va cultiver une souche de streptocoque, elle allait provoquer une hémolyse. En fonction du type d'hémolyse, il y avait alpha, qui donnait l'aspect verdâtre. Donc, on voyait comment que le streptocoque, donc on voyait la souche, la gélose qui devenait verdâtre, bêta hémolytique, et enfin, on avait les non hémolytiques. Donc, le streptocoque pyogène, comme son nom l'indique, c'est un des streptocoques pathogènes. D'accord? C'est un streptocoque pyogène, pathogène, qui était responsable de plusieurs types d'infections. Et qui était responsable d'infections. Donc, les streptocoques, c'est des bactéries qui sont exigeantes, qui nécessitent des milieux enrichis pour leur culture. Voilà un peu. Voilà pour les streptocoques. Ça, vous voyez donc sur la diapo qu'on est en train de partager, voilà les différents types d'hémolyse. Donc, c'est des bactéries qui produisent une hémolyse, qui nécessitent pour leur culture une gélose qui est enrichie. Et vous voyez les différentes hémolyses. La bêta qui définit une hémolyse blanchâtre, l'alpha, elle est verdâtre, et vous avez l'absence pour certains germes, la gamma ou absence d'hémolyse. Voilà à quoi peut ressembler donc l'hémolyse des streptocoques du groupe pyogène.
maintenant, est-ce que vous avez à l'écran? Voilà. Donc, voilà. Quand on a parlé du streptocoque, voilà à peu près les différents types de streptocoques qu'on a. Donc, on a en fonction, on les classe, bien sûr. Vous avez un des caractères majeurs, c'est l'hémolyse. Donc, l'hémolyse, elle est déterminée sur la gélose au sang. Donc, la gélose au sang, c'est une gélose qui est considérée comme une gélose enrichie. Et en fonction du type d'hémolyse, donc, on a vu que, voilà, sur le tableau, le groupe A, donc c'est le streptocoque de type B, son hémolyse, elle est de type B, donc elle est verdâtre, et il est appelé streptocoque pyogène et il possède un antigène spécifique. Quand on agglutine la classification de Lensfield, donc il a un groupe, donc le A. Donc on l'appelle le streptocoque pyogène. Le B, par exemple, voilà, et vous avez les infections qui correspondent à ce type de germe. Donc voilà à quoi correspond une hémolyse. C'est un caractère de culture qu'on va identifier après la mise en culture d'un produit pathologique, d'un pu ou un prélèvement de gorge, et on observe sur la gélose l'apparition du type d'hémolyse. Encore des questions?